c'est l'heure de notre grand angle. Notre grand angle consacré aujourd'hui à la Chine. La Chine tout d'abord, à la une depuis plusieurs semaines suite aux tensions diplomatiques avec le futur président des États-Unis, Donald Trump. Tout d'abord avec la polémique concernant Taïwan, puis Donald Trump a repris les hostilités tout récemment en ce début d'année avec un tweet des plus radicales accusant Pékin de ne rien faire face à la Corée du Nord. Et cette attitude n'est pas nouvelle, nous en parlerons dans un instant. Donald Trump avait, tout au long de sa campagne, accusé les autorités chinoises de voler des millions d'emplois aux Américains et de faire de la concurrence déloyale. Alors, va-t-il pouvoir changer cela une fois élu? Reportage. La Chine dans le viseur de Donald Trump. Durant toute sa campagne, le président élu américain accuse Pékin d'avoir volé des millions d'emplois aux États-Unis à coups de pratiques commerciales déloyales et de manipulation monétaire. Vous avez perdu vos usines et vos emplois. À part ça, ça va plutôt bien, non? Mais on va ramener ces emplois. On va les ramener comme jamais auparavant. Il y aura du travail à Syracuse, à New York et partout dans le pays. Comme jamais, jamais, jamais auparavant. N'oubliez pas ça. Voilà les emplois que le milliardaire espère rapatrier. Ces ouvriers chinois travaillent pour des marques américaines, dont celle de la propre fille du candidat. L'usine de Huajian, dans le sud du pays, produit des dizaines de milliers de chaussures haut de gamme pour Ivanka Trump. Mais l'augmentation des salaires en Chine pousse les entreprises étrangères à chercher ailleurs une main-d'œuvre encore moins chère. La plupart des emplois perdus par les États-Unis au profit de la Chine sont peu rémunérés, peu qualifiés et ont été exclus du marché américain à cause de leurs coûts. Maintenant, ils sont en train d'être chassés du marché chinois, qui propose déjà des salaires bien au-dessous du SMIC américain. Ces emplois sont transférés de la Chine vers le Vietnam, le Bangladesh, la Thaïlande, la Malaisie et même l'Afrique. Et Huajian ne fait pas exception. La société a déjà commencé à délocaliser la production en Afrique. Mon but est de créer 30 000 emplois en Éthiopie avant 2020, avec des exportations de 1 à 1,5 milliard de dollars. C'est l'objectif de Huajian et le mien. L'entreprise est en train de construire un immense site en Éthiopie, dortoirs, écoles et même une réplique de la Grande Muraille de Chine. À ce rythme, les emplois américains de Donald Trump ne sont pas prêts de revenir aux États-Unis. Éric Aldessos, bonjour, merci d'être avec nous. Alors on le voit, il y a les prémices de dissensions diplomatiques, mais ce qu'ont révélé également ces affaires, c'est une nouvelle façon de communiquer pour le futur président américain. Et Donald Trump qui rompt avec toutes les conventions et les usages diplomatiques. Absolument, Sarah, et ce qu'on peut dire en tout cas, c'est que Donald Trump joue peut-être avec le feu, avec ses tweets incendiaires. En premier lieu, comme vous venez de le dire, il a rompu tous les usages diplomatiques en vigueur avec la Chine depuis 1979, date à laquelle la Chine a demandé donc de reconnaître le principe de la Chine unique pour avoir des relations diplomatiques avec elle. En gros, il n'existe qu'un seul interlocuteur. Petit problème, en décembre dernier, Donald Trump s'est entretenu avec la présidente de Taïwan, Tsai Ing-wen, qui est considérée par la Chine comme un interlocuteur non possible, car la Chine considère que Taïwan lui appartient. Donc, avant le milliardaire et depuis presque 40 ans, il faut le savoir, aucun président américain n'avait osé froisser Pékin en s'entretenant avec un responsable de Taïwan. Et Trump d'en rajouter lors d'une interview sur la Fox, donc une chaîne américaine, et de dire « je ne veux pas que la Chine me dicte ce que j'ai à faire ». Alors la réaction de la Chine, je ne vous le cache pas, ne s'est pas fait attendre, et je vous propose de l'écouter. Nous demandons à la nouvelle administration américaine et à son dirigeant de bien comprendre la question très sensible de Taïwan et de continuer à adhérer à la politique de la Chine unique et au principe des 3 communiqués conjoints qui guident les relations sino-américaines et de traiter la question de Taïwan avec précaution et convenablement afin de ne pas perturber la situation globale des relations sino-américaines.
Donc c'est un deuxième point qui est venu dans ces affaires un petit peu diplomatiques. En décembre toujours, les États-Unis ont publié des photos qui montraient des équipements de défense en construction sur des îlots de mer de Chine méridionale. Il faut savoir que c'est une zone réputée riche en hydrocarbures et qui est revendiquée par la Chine, mais aussi par des nations riveraines telles que les Philippines, le Vietnam, le Brunei ou encore la Malaisie. Et nous le disions, Donald Trump qui ne compte pas s'arrêter là, qui ne lâche rien, quelques jours seulement, de nouveau, un tweet du futur président américain, un tweet des plus cinglants. C'est ça, on commence fort en 2017 puisque un nouveau tweet de la Maison-Blanche qui est destiné à l'Empire céleste, qui accuse la Chine de ne pas assez aider les États-Unis dans le dossier nord-coréen. Constatez par vous-même le tweet un petit peu sarcastique et également la réaction de la Chine. On regarde. La Chine a récupéré une quantité incroyable d'argent et de richesses via son commerce avec les États-Unis, totalement à sens unique. Mais elle n'aidera pas pour la Corée du Nord. Sympa. La coopération économique entre la Chine et les États-Unis est de nature mutuellement bénéfique. En ce qui concerne les problèmes issus de cette coopération bilatérale, les deux côtés devraient les régler de manière correcte à travers le dialogue et la consultation dans un respect mutuel et équitable. Eric, quel regard portent les Américains sur tout ce qu'on vient de voir? C'est une bonne question et en réalité les Américains connaissent bien Trump et avant de savoir qu'il est un diplomate ou un président, il est réputé pour le sens de ses affaires. Et en fait, il est en train d'utiliser la stratégie du donnant-donnant qui lui a valu le succès dans le business et il est en train de mettre sur la table des éléments de négociation. On imagine bien qu'il va bientôt négocier des accords bilatéraux avec la Chine très très prochainement. Merci Eric. Merci. Bonjour Jonathan. Bonjour. On parle toujours de Chine, mais alors là on change complètement de domaine, puisqu'on va parler football dans un instant, car la Chine provoque de plus en plus de craintes dans le monde du ballon rond occidental, car l'empire du milieu déverse des centaines de millions d'euros pour attirer les grands joueurs de la planète. Alors les clubs chinois parviendront-ils à s'installer en haut de la pyramide football en 2050 comme ils en rêvent? On regarde ce sujet et on en parle ensuite ensemble. Remporter un jour la Coupe du Monde, c'est le rêve de la Chine et de son président. Pour parvenir à remplir l'objectif, le pays mise sur la formation des plus jeunes. Pékin veut créer d'ici 4 ans 20 000 écoles de football et espère convaincre 30 millions d'élèves du primaire au collège de pratiquer le ballon rond. Je pense que ça pourrait prendre plusieurs décennies. On pourrait les voir se qualifier au prochain cycle ou celui d'après, c'est possible. Mais un autre obstacle, c'est que la Chine n'est pas la seule. Beaucoup de pays de l'Asie du Sud-Est mettent l'accent et investissent dans le développement. Pourtant, le chemin est parsemé d'embûches. Les jeunes Chinois sont soumis à une forte pression scolaire. À 18 ans, les résultats du très sélectif bac local déterminent l'entrée ou non dans une université et l'avenir professionnel. Les parents privilégient ainsi souvent les études de leurs enfants, promesse d'ascenseur social et de revenus stables. Un des principaux problèmes que la Chine rencontre depuis plusieurs années, c'est que les éducateurs voient le football ou le sport comme quelque chose qui détourne des études. Alors ils ont tendance à ne pas l'inclure dans les écoles. Si on regarde de plus près, le nombre d'enfants qui jouent au football ou qui pratiquent un sport en général est à un niveau très bas dans le pays. La sélection nationale occupe la 83e place mondiale au classement FIFA. Malgré l'arrivée de l'entraîneur italien Marcello Lippi, l'équipe de Chine est dernière de son groupe de qualification pour le mondial 2018. Et Jonathan, c'est la période des transferts et la Chine poursuit son coup de force entamé l'an dernier avec cette fois des sommes d'argent impressionnantes, encore plus que celles dépensées lors du mercato d'hiver 2016. Oui, totalement astronomique. Les noms des joueurs sont en plus bien plus ronflants que lors du dernier mercato. Si l'année dernière, des joueurs comme Lavezzi, Hulk ou Gervinho avaient cédé aux millions des clubs chinois, on parle cette fois d'Oscar. Oscar qui est? C'est un milieu de terrain
international brésilien qui a quitté Chelsea, premier en Angleterre, pour la modique somme, rendez-vous compte, de 70 millions d'euros. Le joueur touchera sous ses nouvelles couleurs de Shanghai 18 millions d'euros par an, ce qui en fait l'un des joueurs les mieux payés au monde. Mais ce n'est rien, Sarah, avec ce que va gagner Carlos Tevez alors qu'il coulait des jours heureux du côté de l'Argentine et de Boca Juniors, son club de cœur. L'attaquant argentin n'a pas pu résister à l'appel des Shanghai Shenhua. Et pour cause, l'ancien avant-centre de la Juventus Turin va gagner en Chine bien plus que n'importe quel footballeur sur la surface du globe. Ces chiffres, 38 millions d'euros par an, 3,2 millions par mois, 4 400 euros par heure, ça fait frémir. C'est 15 millions d'euros de plus environ que Cristiano Ronaldo et 18 millions d'euros de plus que Lionel Messi, les deux meilleurs joueurs du monde qui ont d'ailleurs refusé les propositions totalement hallucinantes venues de l'Empire du Milieu. Le lutin argentin a repoussé même une offre de 500 millions d'euros par an soumise par le club de EB Fortuna, le club où évolue son compatriote Ezequiel Lavezzi. Le Ballon d'Or portugais, cette fois, s'est vu proposer 300 millions d'euros par an. Les deux joueurs sont donc déclarés bien plus heureux de rester dans leurs clubs respectifs, le Real Madrid et le FC Barcelone. Alors certains ne cèdent pas, d'autres oui. En tout cas, ces sommes d'argent réussissent à attirer certains grands noms, certaines stars, vous venez de nous le dire. Mais cette folie dépensière ne plaît pas forcément aux autorités chinoises. Oui, pour cause, le président Xi Jinping s'est donné comme objectif de remporter la Coupe du Monde d'ici 2050 et mise donc tout sur la formation de ces jeunes pousses, des jeunes pousses qui sont envoyés par exemple dans des clubs français comme Sochaux ou Metz. Pour les autorités, tous ces transferts de stars internationales nuisent donc à l'éclosion de ces futurs champions locaux, tant et si bien que l'administration générale des sports entend réguler, même réfréner, en fixant une limite aux indemnités de transfert et aux salaires. Tous les clubs en situation d'insolvabilité seront ainsi sanctionnés, voire retirés, suspendus du championnat. Autre décision prise par la fédération chinoise, cette fois, c'est celle d'abaisser son quota de joueurs étrangers de 5 à 4, une mesure qui est censée donc réguler quelque peu le marché des transferts locaux. Faut enfin dire, Sarah, que l'on assiste à une concurrence totalement déloyale avec ces concurrents européens qui sont freinés par le fair play financier mis en place par l'UEFA. Merci beaucoup Jonathan Serrero. Et Julie Elbeau s'est-elle intéressée aux rêves aéronautiques de la Chine qui fait tout pour devenir la plaque tournante du marché mondial. Dans ce domaine, Pékin a rempli le carnet de commandes des deux grands constructeurs que sont Airbus et Boeing. Le dernier salon aéronautique organisé dans le sud du pays est venu confirmer son influence grandissante. Regardez. La Chine voit grand pour son industrie aéronautique. L'Empire du Milieu s'est donné pour mission d'en faire la meilleure du monde et un passage obligé des professionnels du secteur. Des rêves hégémoniques matérialisés lors du salon Air Show China, organisé récemment dans la ville de Zhuhai. Les plus grands constructeurs étaient là pour présenter leurs derniers appareils. Parmi eux, Airbus, le groupe européen, programme de livrer à la Chine plusieurs dizaines de milliers d'avions d'ici 20 ans. Nous prévoyons 33 000 ou plus avions sur les prochaines 20 années. L'Asie-Pacifique sera le centre du monde dans le transport aérien en 2035 avec 36% du trafic mondial. Outre Airbus, d'autres grands mastodontes du marché aérien mondial vont investir le marché chinois. C'est le cas de Boeing, le concurrent américain multiplie ses ventes vers Pékin. D'après ses prévisions récentes, la Chine pourrait avoir besoin d'un peu plus de 5000 avions de ligne sur les 20 prochaines années. Plusieurs centaines d'appareils ont été achetés dernièrement. La Chine est un marché énorme. Tous les fabricants d'équipements d'origine vendent ici. Nous sommes très petits comparés aux deux gros joueurs. Nous pouvons encore beaucoup développer et nous avons une bonne coopération avec nos amis ici dans l'industrie chinoise. Et nous cherchons à développer cette coopération et nous n'y voyons aucun problème en ce moment. Une demande en constante augmentation justifiée par le nombre croissant de passagers. Quelques 400 millions de personnes empruntent la voie des aéroports chinois. Il pourrait être d'1,3 milliard en 2035.